On rentre dans le chapitre des tumeurs cutanées. Donc, vous avez une patiente, 38 ans, elle a une lésion pigmentée de cuisse gauche. Je vous dis que c'est un mélanome de 3 mm non ulcéré d'exérèse complète. Comment annoncez-vous le diagnostic à votre patiente? On lui annonce le diagnostic dans un endroit calme. La patiente est seule ou accompagnée d'une personne de confiance. Donc on lui annonce le diagnostic, mais tout de suite en même temps le projet thérapeutique qu'on lui propose. C'est une information claire, loyale, appropriée, avec des mots prononcés avec empathie, en prenant son temps. On laisse la patiente poser ses questions. Il ne faut pas anticiper en donnant des informations, par exemple un pronostic précis qu'elle ne souhaite pas entendre. Et toujours terminer sur un mot positif et proposer de revoir la patiente et insister sur la disponibilité de l'équipe chez MI. Bon, c'est bien, hein, je trouve ça bien quand même. Elle a fait preuve d'humanité, elle a convoqué la malade, déjà. Donc, premièrement, pas facile de répondre à ce genre de questions. Je ne vais pas vous dire avec certitude ce qui serait coté, mais qu'est-ce qui doit apparaître dans votre réponse? Premièrement, que vous n'avez pas annoncé le diagnostic au téléphone dans un couloir, hein, que c'était dans le cadre d'une consultation dédiée à cette annonce, donc dans un bureau calme, tête à tête avec la malade, en ayant pris soin de lire le dossier avant. Il ne s'agit pas de découvrir la napade devant la malade, hein, avec des yeux ébahis. Donc, premièrement, consultation d'annonce spécifique. Ensuite, deuxièmement, il faut qu'il apparaisse, voilà, que vous faites preuve d'humanité, donc annonce avec empathie, avec tact et mesure, adaptée à la sensibilité de la patiente. Voilà ce que j'aurais mis. Mais toute paraphrase un peu synonyme est également valable. En laissant la patiente, en faisant des pauses, en laissant la patiente poser ses questions, etc. Troisièmement, et elle l'a dit, pour moi c'est le plus important, c'est embrayer avec un projet thérapeutique. Hein, il ne s'agit pas de dire à madame, vous avez un mélanome, au revoir madame, et à bientôt. Enfin, je veux dire, la malade, elle va avoir plein de questions à vous poser. Elle va vous demander si c'est grave, si elle va être réopérée, si elle va avoir de la radiothérapie, si elle va avoir de la chimio, si c'est héréditaire, etc. Donc plein de questions, et tout ça, ça rentre dans le cadre projet thérapeutique. Donc en pratique, il va falloir lui expliquer la reprise chirurgicale, éventuellement le ganglion sentinelle, les modalités de surveillance, etc. etc. J'aurais-je rajouté, elle a dit en fin de consultation, terminer sur une note positive, oui, c'est très bien. On peut proposer un soutien psychologique. Bref, tout ce qui montre que vous avez vérifié que la patiente a un soutien psychologique, soit familial, c'est-à-dire qu'elle rentre à la maison, elle n'est pas toute seule, elle ne va pas passer la nuit toute seule, ou bien que vous avez proposé un entretien avec la psychologue de l'hôpital, et surtout que vous lui laissez une porte ouverte, un nouveau rendez-vous. Hein, vous restez disponible pour toute question, pour tout nouveau rendez-vous, ou vous lui présentez la psychologue du service. Voilà un petit peu comment devait être structurée votre réponse. Je répète la question. Donc la question est la suivante. Concernant la personne de confiance, comment est-ce qu'on dit à la patiente de venir seule ou est-ce qu'elle peut venir accompagnée, etc., etc. Le cas le plus fréquent, la patiente, elle sait qu'elle vient pour ses résultats. D'accord? Donc, si elle a envie de venir seule, elle vient toute seule. Si elle vient accompagnée, le médecin dit, est-ce que, avant de faire rentrer la patiente dans la pièce, dit, est-ce que vous voulez que madame rentre? Voilà. Donc, normalement, la patiente, classiquement, elle sait qu'elle vient à une consultation d'annonce, d'accord? Puisque c'est une consultation dédiée à cette annonce, voilà, c'est le cas le plus fréquent, d'accord? Le malade sait, te demande d'emblée voilà, il sait qu'il vient pour ça. Donc, s'il vient accompagné et qu'il accepte que la personne rentre dans la pièce avec lui, ça sous-entend qu'il est d'accord. Je vous dis que votre examen clinique est normal. Quel bilan d'extension demandez-vous? Détaillez votre attitude thérapeutique si celui-ci est normal. Donc, comme on est devant un stade 2A, on peut faire une échographie des aires ganglionnaires. Au niveau thérapeutique, on fait une reprise chirurgicale pour l'exérèse avec des marges de sécurité de 2 cm et un examen anatomopathologique. Parfait. Donc, c'est exactement la réponse que j'attendais. Maintenant, là, on va faire un petit aparté. Je vais vous faire la synthèse de la conférence de consensus, les grandes lignes de cette conférence de consensus, qui est utile, que mademoiselle connaît parfaitement, puisqu'elle a très bien répondu. Donc, cette conférence de consensus sur la prise en charge des mélanomes, qu'est-ce qu'elle dit? Premièrement, quel est le bilan d'extension d'un mélanome au diagnostic? Donc là, il a été retiré, il n'est pas encore repris. Il est retiré.
Vous savez que le Breslow, c'est l'indice pronostic le meilleur. Puis, il y a l'ulcération histologique, qui est un autre indice pronostic important. C'est-à-dire qu'à Breslow égal, quand le mélanome est ulcéré, on a plus de risque de mourir à 5 ans que s'il n'est pas ulcéré. Bref. Donc, Breslow, ulcération, c'est hyper important. Schématiquement, la conférence de consensus, elle est très compliquée. Donc, elle connaît bien, c'est un stade 2A. Je pense, pas grand risque, que de dire que vous n'avez pas à connaître parfaitement la classification AJCC des mélanomes, parce qu'elle est très compliquée. Donc moi, je vous la schématise pour simplifier l'attitude, en fonction de l'attitude thérapeutique et en fonction du bilan d'extension. Schématiquement, vous avez les mélanomes que j'appelle les mélanomes fins, d'accord ? C'est-à-dire Breslow inférieur ou égal à 2 mm à condition qu'il n'y ait pas d'ulcération, ou bien inférieur ou égal à 1 mm s'il est ulcéré. Ces mélanomes fins, la conférence de consensus dit le bilan ne sera que clinique, d'accord ? C'est-à-dire que l'examen clinique dans le groupe de mélanomes détectera la majorité des récidives, parce qu'avoir le mélanome du pied qui, un mois après, donne la métastase cérébrale, ça n'existe quasiment jamais, d'accord ? Le mélanome, dans 95% des cas, s'amène d'abord par voie lymphatique et après hématogène. Il y a peut-être 5 à 10% des mélanomes qui d'emblée sont hématogènes, mais la très grande majorité des métastases ou des récurrences d'un mélanome seront accessibles à la clinique, dans ce groupe de mélanomes fins. D'accord ? Donc c'est que clinique, il n'y a aucune indication à bilan biologique, radiothorax, échographie abdominale, hors point d'appel. Premier cas de figure. Deuxièmement, les mélanomes épais. C'est plus strictement supérieur à 2 mm s'il n'y a pas d'ulcération, ou strictement supérieur à 1 mm s'il y a une ulcération. Ces mélanomes épais, la conférence de consensus dit, premièrement, le bilan d'extension peut être uniquement clinique. Ce n'est pas une faute que de ne rien demander. Et en option, si on le veut, on peut demander une échographie ganglionnaire de l'aire de drainage. Donc si le mélanome est tête et cou, cervical, s'il est sur le membre supérieur, axillaire, s'il est sur le membre inférieur, inguinocrural, s'il est sur le tronc, c'est inguinocrural et axillaire, parce qu'un mélanome du tronc, même s'il est haut situé, il peut se drainer soit en axillaire, soit en inguinal. Troisièmement, les mélanomes avec atteinte ganglionnaire, clinique ou échographique. Et au sein de ce groupe de mélanomes avec atteinte ganglionnaire, ils ont inclus un sous-groupe qui sont les plus de 4 mm ulcérés, qui sont en fait des équivalents de stade ganglionnaire. Parce qu'un plus de 4 mm ulcéré, dans 80% des cas, il aurait une atteinte ganglionnaire. Donc on a le droit de considérer un mélanome de plus de 4 mm ulcéré comme un mélanome à fort risque d'atteinte ganglionnaire. Que dit la conférence de consensus pour ce troisième groupe de mélanomes ? Le bilan d'extension peut être que clinique, premièrement, ce n'est pas une faute. Et on peut demander en option échographie ganglionnaire, scanner corps entier avec cerveau, parce qu'on sait que les métastases cérébrales sont fréquentes dans les mélanomes, ou TEP, scintigraphie par émission de positons. Mais tous les examens complémentaires, c'est optionnel. Je ne vous cache pas qu'en pratique, dans un grand CHU parisien, on les fait. C'est rarissime de suivre un mélanome avec atteinte ganglionnaire que cliniquement, mais ce ne serait pas une erreur que de le faire. Donc, premièrement, voilà pour le bilan d'extension. Les reprises chirurgicales, vous savez que les marges d'exérèse latérales, elles vont dépendre du Breslow. En profondeur, on reprendra toujours, on emportera tout l'hypoderme, donc on ira jusqu'à l'aponévrose. Et latéralement, les marges dépendent du Breslow. Donc, si vous avez un mélanome in situ, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de Breslow, il n'a pas franchi la basale, il est in situ, c'est 5 mm de marge latérale. Inférieur ou égal à 1 mm, 1 cm de marge. Strictement supérieur à 1 mm, inférieur ou égal à 2 mm, 1 à 2 cm en fonction des possibilités chirurgicales. Au mieux 2 cm, au pire 1 cm. Strictement supérieur à 2 mm, inférieur ou égal à 4 mm, 2 cm de marge. Strictement supérieur à 4 mm de Breslow, 2 à 3 cm en fonction des possibilités chirurgicales. Au mieux 3, au pire 2 cm. Donc vraiment, les marges dépendent du Breslow, ce ne sera jamais plus de 3 cm. Donc toutes ces marges, normalement, vous avez à les connaître et elles doivent être mises à jour dans les bouquins dans lesquels vous travaillez. Si vous travaillez dans un vieux bouquin, vous allez avoir des fausses marges en fonction de faux Breslow. Donc vraiment, mettez à jour vos connaissances sur la prise en charge des mélanomes en matière de reprise chirurgicale. Troisièmement, comment on surveille un mélanome, à quelle fréquence ? Dans le groupe de mélanomes que j'ai appelé mélanome fin, c'est tous les 6 mois pendant 5 ans, puis tous les ans à vie. Et dans les autres groupes de mélanomes plus épais, c'est tous les 3 mois pendant 5 ans, puis tous les ans à vie.
Donc vous remarquez qu'au début, on surveille les 5 premières années très rapprochées pour dépister une métastase, une récurrence du mélanome initial, qui est maximale les 5 premières années. Et après, on espace, surtout pour dépister un deuxième mélanome. Et aussi pour éventuellement dépister une récurrence tardive du premier mélanome, mais qui diminue avec le temps. Vous devez aussi avoir notion de ce que c'est que le ganglion sentinelle. C'est surtout dans le mélanome que c'est indiqué. Maintenant, il y a des essais dans le cancer du sein. 1 minute, ça prend, enfin du moins à expliquer. Donc ça consiste à chercher le premier ganglion de drainage de votre mélanome par scintigraphie, le prélever chirurgicalement, refermer, l'analyser. Premier cas de figure, c'est bénin, très bien. Vous pouvez dire à votre patiente, rassurez madame, vous avez votre premier ganglion de drainage qui n'est pas envahi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas métastaser un jour, mais c'est mieux que de l'avoir envahi, parce que s'il est envahi, c'est une indication à faire un curage et on devient ganglionnaire, stade ganglionnaire. C'est optionnel à ce jour, le ganglion sentinelle. C'est fait beaucoup à Paris, dans les grands CHU. Mais il y a des équipes qui ont le droit de ne pas le faire si on n'y croit pas, parce que ça n'a pas montré de bénéfice sur la survie à 5 ans. C'est-à-dire qu'entre les malades qui ont le même mélanome, mais ceux qui vont avoir le ganglion sentinelle et ceux qui ne vont pas l'avoir, vous prenez 1000 malades dans chaque groupe, ils vont avoir la même survie à 5 ans. Alors peut-être que dans quelques années, quand il y aura des milliers de malades qui auront le ganglion sentinelle, on montrera que c'est bénéfique en termes de survie à 5 ans. À ce moment-là, ce sera obligatoire de faire le ganglion sentinelle parce que ce sera efficace sur la survie. Mais à ce jour, on n'en a pas encore la preuve. Et juste une notion sur l'interféron. L'interféron alpha, il est indiqué aussi en option, parce que les résultats ne sont pas forcément concluants, en cas de mélanome avec atteinte ganglionnaire ou pour les plus de 1,5 mm de Breslow. Voilà la synthèse de la conférence de consensus en 5 minutes qui va nous aider à poursuivre le dossier. Donc, oui. La surveillance, elle est purement clinique, plus ou moins écho et tout. Donc elle demande si la surveillance est uniquement clinique ou si elle est échographique. Eh bien la surveillance, elle est essentiellement clinique bien évidemment, et elle se fait de la même façon que tu as bilanté ton malade au début. Si tu as fait une échographie ganglionnaire au diagnostic, tu feras des échos ganglionnaires de suivi. Et on va en parler dans la question qui suit, si tu veux bien. Donc question 2, votre collègue a bien répondu, on était devant un stade 2A, c'est-à-dire, moi j'appelle ça un mélanome épais. Donc on pouvait faire une échographie ganglionnaire locorégionale inguinocrurale. Il n'y avait absolument pas d'indication, et c'est une faute que de les demander, de faire un bilan biologique, une radio de thorax, une échographie abdominale chez ces malades, car la conférence de consensus dit clairement c'est inutile. La reprise chirurgicale, c'était avec des marges de 2 cm, parce que le Breslow était à 3 mm. Il fallait envoyer la pièce en anapathe, bien évidemment. Jamais de curage ganglionnaire systématique préventif, c'est pas indiqué, c'est uniquement en cas d'atteinte ganglionnaire clinique, échographique ou histologiquement prouvée, par exemple sur un ganglion sentinelle. Et on pouvait proposer le ganglion sentinelle ou l'interféron. Le ganglion sentinelle, on peut le faire quel que soit le Breslow ? Est-ce qu'on peut faire le ganglion sentinelle quel que soit le Breslow ? Le ganglion sentinelle, il est optionnel, mais pour les Breslow de plus de 1 mm ou ulcérés. Un moins de 1 mm, tu considères qu'il a très faible risque d'atteinte ganglionnaire, donc il n'est pas indiqué. Après, tant que c'est plus de 1 mm, tu peux le proposer. Mais bon, c'est sûr que si tu as le patient de 85 ans en chaise, etc., ça va être compliqué, donc tu ne lui proposeras pas. Maintenant, la jeune femme de 35 ans en bonne forme, tu lui proposeras s'il est plus d'1 mm, par exemple. D'accord ? Quelle est votre surveillance dans l'année qui suit le diagnostic ? Personne suivante ? Alors, c'est une surveillance tous les 3 mois et j'ai mis qu'à l'interrogatoire, il fallait rechercher si elle avait bien fait son autosurveillance, si elle avait suivi les conseils d'éducation sur la protection solaire. À la clinique, on recherchait, donc on regardait l'aspect de la cicatrice, s'il y avait des métastases en transit, on faisait un examen général à la recherche de métastases viscérales, on palpait les aires ganglionnaires et je suis mis plus ou moins échographie des aires ganglionnaires. Et on dépistait la famille dans l'année. C'est très bien. Donc, déjà, ce qui est bien dans sa réponse, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de surveillance. Elle a mis une fréquence et il y aura des points sur la fréquence. Je vous dis, dans l'année qui suit le diagnostic, c'est bien codifié, c'est un mélanome épais. Donc, c'est tous les 3 mois, il doit avoir un docteur, un dermatologue, j'entends. Donc, la clinique, on vérifie à l'interrogatoire la bonne compliance à l'autosurveillance, à la photoprotection et à l'enquête familiale. Ces 3 signes-là. Ces 3 items-là, autosurveillance, photoprotection, enquête familiale, ils sont forcément très importants dans un dossier de mélanome.
Autosurveillance, ça veut dire, monsieur, certes, vous me verrez tous les 3 mois, mais si dans l'intervalle vous avez un doute, vous revenez avant. Photoprotection, vous connaissez bien, on n'y revient pas. Et l'enquête familiale, il y a des familles à mélanome. Quand il y a quelqu'un qui a eu un mélanome dans la famille au premier degré, on est plus à risque d'avoir un mélanome. Donc vous devez dire aux patients, il faut conseiller à vos apparentés de voir un dermatologue. Après, ils le font ou ils ne le font pas, mais au moins que votre patient soit au courant qu'il doit le dire aux apparentés. La surveillance, elle est bien évidemment clinique. Je viens de vous dire tout à l'heure que l'examen clinique va dépister la grande majorité des récidives de votre mélanome. Donc, certes, on regarde la cicatrice, on cherche une récidive du mélanome initial, mais on cherche d'autres mélanomes, bien évidemment. Donc, c'est une inspection, une palpation de tout le revêtement cutané, avec, si possible, des photos et un schéma daté, un bilan névique. Donc, tout le revêtement cutané, en insistant sur la cicatrice, on cherche une résurgence pigmentaire, des nodules sous-cutanés en transit. On inspecte, on n'oublie pas les cheveux, les poils, les ongles, les muqueuses. Pour l'examen loco-régional, toutes les aires ganglionnaires en insistant sur l'aire ganglionnaire de drainage. Et un examen général, tu ne l'as pas dit, mais il faut écouter le cœur, les poumons, palper le foie, la rate, faire un examen neuro. On peut toujours diagnostiquer une métastase cérébrale sur un Babinski, ça existe. Pas de biologie systématique, pas de radiothorax, pas d'écho-abdo systématique hors point d'appel. Et on pouvait proposer une échographie ganglionnaire tous les 3 mois de suivi parce qu'on était dans un mélanome épais. C'était optionnel, on pouvait être clinique et on pouvait prescrire cette échographie. Alors, les scanners, on ne les fait pas tous les 3 mois parce que c'est un peu fréquent. Généralement, on les fait tous les 6 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, tu vois ton malade, mais une fois, tu es clinique et une fois, tu fais clinique plus scan. D'accord ? Ou bien clinique plus écho, ou bien que clinique. Hein. Vraiment, là, vous avez le choix. Je vous dis ensuite qu'elle a des métastases viscérales de mélanome, qu'elle a une chimio-IV, qu'elle a... Donc voilà, bon, vous aviez la photo, les signes. Quel est votre diagnostic, votre attitude thérapeutique pour l'épisode actuel? Alors, j'ai mis un zona lombaire droit. Et donc, elle a été déjà hospitalisée, donc voilà. Et traitement antiviral avec valacyclovir Peros pendant 10 jours. Un traitement antalgique avec un antalgique de classe 1 Peros. On peut augmenter si elle est plus douloureuse. Un traitement antalgique actif sur les douleurs neurogènes type neurontin en Peros aussi. Un traitement antiseptique local. Ensuite, une surveillance de l'évolution clinique et de la douleur. Et je t'ai informé sur le risque de récidive et le risque d'algie post-zoostérienne. Très bien. Donc, même sans la photo, hein, au vu de l'hyperesthésie lombaire droite chez un sujet potentiellement immunodéprimé, rien que sur l'hyperesthésie lombaire droite, avant même qu'il y ait signes cutanés, il n'y a pas 36 000 diagnostics. Hein, donc, il fallait suspecter un zona. Et au vu de la photo, vous aviez des belles vésicules à disposition métamérique. Donc, évidemment, mettez le côté, mettez la topographie. Donc, c'était un zona lombaire droit. Il y aura des points pour chacun des 3 mots. Et le principal but de cette question, c'était de savoir, premièrement, est-ce que c'est un zona à traiter, est-ce que c'est un zona à ne pas traiter. Vous savez qu'on ne traite pas tous les zonas. Là, clairement, c'était un zona à traiter. Pourquoi ? Parce que c'était une patiente immunodéprimée. Parce qu'elle présentait un cancer solide. D'accord ? Si on prend la courbe de consensus sur les infections à VZV, quand est-ce qu'on doit traiter un zona Peros ? Le zona chez le sujet de plus de 50 ans, surtout sur les 72 premières heures. Le zona multimétamérique, hyperalgique, nécrotique. Le zona ophtalmique, condition qu'il n'y ait pas d'atteinte rétinienne, sinon c'est IV. Et le zona du sujet modérément immunodéprimé, c'est-à-dire HIV à plus de 200 T4, et sujet ayant un cancer solide. Deuxièmement, quand est-ce qu'on traite IV, donc par Zovirax, un zona ? Eh bien, ça se traite quand c'est un zona ophtalmique avec atteinte rétinienne, ou bien le zona du sujet fortement immunodéprimé, c'est-à-dire VIH à moins de 200 T4, ou bien sujet ayant un traitement immunosuppresseur puissant ou ayant une hémopathie. D'accord ? Donc le malade sous corticothérapie forte dose, ou bien sous Celcept Imurel, ou bien le malade qui a son R-CHOP pour un lymphome B, celui-là ce sera IV car il est considéré comme fortement immunodéprimé. Mais là, si vous voulez, la frontière entre cancer solide et chimiothérapie des lymphomes n'est pas forcément facile. C'est-à-dire que
le but de cette question, c'est quand même de voir qu'il fallait traiter le zona. Moi, j'ai répondu comme votre collègue. J'ai traité Péros par valacyclovir. J'ai considéré la malade comme modérément immunodéprimée car ayant un cancer solide. Si vous avez traité IV, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique. Il y a peut-être des médecins qui traiteraient IV ce genre de zona, mais en première intention, on peut se contenter d'un traitement Péros. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un malade qui a un cancer solide, il est plus immunodéprimé par son cancer que par des traitements de chimio, parce que la chimio d'un cancer solide, ce n'est pas immunosuppressif, c'est plus cytotoxique qu'immunosuppressif, alors qu'un malade qui a un lymphome, il est plus immunodéprimé par les traitements que par la maladie. Enfin, il est immunodéprimé par les deux, mais les traitements sont très immunodépresseurs. Donc, avant de se lancer dans le traitement oral, quand vous êtes devant une dermatose infectieuse, pensez aux soins antiseptiques. Je vous ai dit, les antiseptiques, ce n'est pas automatique, sauf l'aïeul tout à l'heure, parce qu'en prévention. Les antiseptiques, vous ne les mettez pas dans un eczéma sans signe d'impétigo, parce que ça irrite, ça pérennise l'eczéma. Mais par contre, toute dermatose infectieuse, virale, parasitaire, bref, tout ce que vous voulez, enfin, sauf la gale, toute dermatose virale ou bactérienne, antisepsie locale. Donc vous apprenez 1 ou 2 topiques antiseptiques à base de chlorhexidine, hexomédine, bref, celui que vous voulez. Valacyclovir, Zélitrex, 3 grammes par jour pendant 10 jours. N'oubliez pas, la dose VZV n'est pas la même que la dose HSV. Quand on traite une primo-infection herpétique, parce qu'on ne traite pas les récurrences, ça vous savez, c'est 500 mg 2 fois par jour, donc 1 g de valacyclovir. Herpès, c'est 3 fois, virus VZV, c'est 3 fois plus. 3 grammes par jour, 10 jours. Très bien pour les antalgiques. Évidemment, il y aura la moitié des points de la réponse sur les antalgiques. Il faut associer d'emblée des antalgiques actifs sur les douleurs nociceptives, type palier 1, voire 2, donc paracétamol ou topalgique ou paracétamol plus dextropropoxyphène. Et un antalgique d'emblée actif sur les douleurs neuropathiques, puisqu'elle avait l'hyperesthésie et un signe neuropathique. Donc vous avez le choix, ça peut être du Rivotril, du Laroxide, du Neurontin, du Lyrica, bref, celui que vous voulez. Je ne pense pas que vous ayez à choisir. Après, vous savez que les médecins antidouleurs, quand ça picote, ils vont mettre le Rivotril, quand ça brûle, ils vont mettre l'autre. Bref, ils savent lequel marche mieux selon la sensation de brûlure, de picotement, d'élancement, bref. Je ne pense pas que vous ayez à connaître ça, mais connaissez au moins ces 4 classes. C'est au moins ces 4 molécules qu'on utilise très classiquement dans le traitement des douleurs neuropathiques. Donc les benzos, Rivotril, gabapentine, donc le Neurontin et son apparenté récent, le Lyrica, et les antidépresseurs tricycliques type Laroxil. Et surtout, associer les deux, ils agissent en synergie à la phase aiguë des agies post-zostériennes. Transfert en soins palliatifs, conditions et modalités. Alors, c'est une décision qui sera prise lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire devant une patiente avec un pronostic sombre à court terme sans traitement possible, curatif. On va faire un traitement médical symptomatique avec lutte contre la douleur, prévention des complications de décubitus et un traitement de soutien psychologique. C'est très bien, une fois de plus. Qu'est-ce qui est important? Soins palliatifs, ça paraît, c'est logique, mais il faut mettre pas de traitement curatif. Ça paraît logique, mais c'est-à-dire que vous ne pourrez pas envoyer en soins palliatifs un malade qui a encore une chimio, même une chimio orale faible. D'accord? Ils ne vont pas vous le prendre, ils vont vous demander la liste des médicaments, et s'il y a encore un truc qui ressemble à une chimio ou à un traitement cytotoxique spécifique antitumeur, ils ne vous le prendront pas. Ils vont vous dire, prenez la décision de l'arrêter, et après on verra si on la prend. D'accord? Donc, sauf corticoïdes. Mais corticoïdes, dans certains cas, ça peut être un traitement considéré comme curatif dans des hémopathies, etc. Mais un malade sous corticoïdes, il est pris en soins palliatifs. Parce que les corticoïdes, c'est considéré comme, parfois comme une prise en charge palliative, du moins antalgique palliative. Donc, premièrement, il n'y a pas de traitement curatif. Et deuxièmement, ce qui est très bien, elle a dit pronostic péjoratif à court terme. On va dire à court, moyen terme. Vous savez qu'il y a des maladies qu'on ne sait pas guérir, traiter, il n'y a pas de traitement curatif. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont être pris en soins palliatifs. Je prends l'exemple de d'une maladie neurodégénérative, la sclérose latérale amyotrophique. Je ne suis pas neurologue, mais dans mon souvenir, je crois que ça ne se traite pas. C'est neurodégénératif sur plusieurs années. Le malade va en mourir au bout de quelques années, mais un malade en soins palliatifs, c'est un malade qui sera accepté à condition que le décès attendu, entre guillemets, c'est horrible de le dire, mais c'est comme ça, survient dans les semaines ou mois qui viennent.
D'accord? Si le malade va mourir dans les 6 mois ou 1 an, ils ne prendront pas. D'accord? Donc c'est un pronostic péjoratif à court moyen terme. Décision multidisciplinaire, bien évidemment, histoire de vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul à prendre en charge le malade. Hein. Il y a un dermatologue, il y a un oncologue, il y a le médecin du centre antidouleur, etc., etc. Éventuellement, il y a des radiothérapeutes qui ont pu rentrer dans la prise en charge, etc. J'aurais rajouté, si possible, maintien au domicile le plus longtemps possible, histoire de vous rappeler qu'on meurt de moins en moins souvent à son domicile de nos jours, mais que si il y a un entourage familial qui est très présent, que les soins médicaux et paramédicaux du malade sont peu importants, facilement gérables au domicile par la famille ou par une infirmière à domicile ou une HAD, etc., il faut privilégier au maximum ça, quitte à, une fois que c'est plus possible, transférer le malade en soins palliatifs s'il a besoin d'être perfusé ou avoir d'autres traitements beaucoup plus lourds et qui ne sont pas gérables par la famille. Après, tout ce qu'elle a dit, prise en charge de la douleur, etc., c'était tout à fait parfait. Par la suite, elle a une escarre sacrée. Quelle est votre attitude? On va demander à... Voilà, je ne sais pas qui. Vas-y. Elle est toujours hospitalisée. Donc d'abord les premières règles, c'est lit anti-escarre, hygiène, nutrition, rééquilibration de la nutrition. Puis après au niveau soins, au niveau de l'ulcère, c'est parage, débridement, plus soins locaux avec pansement, je crois. Et puis surveillance. Très bien, donc il a d'abord parlé de la prévention, le matelas anti-escarre, diminuer la durée d'appui, changer les positions, mobilisation passive. Il a pensé à l'hygiène locale, parce que c'était un escarre sacré. Bien évidemment, il y a un risque de contamination par les urines et les selles. Donc, l'échange régulier pour éviter que ce soit contaminé par toutes les matières. La nutrition, c'est très bien d'y penser, histoire de vous rappeler qu'un malade qui a 15 grammes d'albumine, il n'arrivera jamais à cicatriser son ulcère, donc il faut essayer de les nourrir un petit peu. Le traitement local, dans les localisations sacrées, on utilise souvent des antiseptiques, parce que c'est une localisation souvent souillée par les matières. Détertion qui peut être chimique ou mécanique. Le but, c'est de retirer la nécrose. Donc, il a utilisé le terme de débridement, qu'on utilise plutôt en chirurgie, sachant qu'un escarre chez un malade en palliatif, généralement, on ne l'opère pas, parce que c'est quand même c'est une chirurgie relativement lourde de débridement qui doit souvent endormir le malade, parce que c'est douloureux. Donc, généralement, on se contente d'une détertion mécanique ou chimique. Les escarres que vous enverrez au bloc pour débridement, c'est lorsque vous attendez, le pronostic n'est pas très sombre à moyen terme. Mais normalement, une détertion chimique ou mécanique peut être suffisante dans ce genre d'escarre. Généralement, après, on utilise, après débridement, après détertion, des pansements hydrocolloïdes qui sont bien adaptés, surtout dans la localisation sacrée. Il n'y avait pas de point pour le vaccin antitétanique. Bon, c'est bien d'y penser devant toute plaie chronique, mais bon, un malade en palliatif, la question du tétanos, bon, il faut toujours y penser. Toute plaie en dermato, vaccin antitétanique, donc c'est bien d'y penser, mais il n'y avait pas de point dessus, vu le contexte de palliatif. Donc, votre collègue demande si on débute une chimio et que le patient fait un zona, est-ce que ça empêche de faire la chimio? La réponse est non, parce que sans chimio, il aurait probablement fait aussi son zona. Et ce n'est pas parce qu'il a une chimio qu'il va aggraver son zona. Donc tu vas le traiter et tu peux très bien faire la chimio plus le Zovirax. D'accord? Et pareil en hématologie, le malade, il peut faire son zona en même temps que son air shop, mais bon, c'est comme ça. Il aurait très bien fait aussi sans traitement.